Leaders Masterclass est un lieu d'échange et de partage. Notre objectif ? Vous aider à mieux connaître les leaders et leurs histoires. Découvrir leurs engagements et la manière dont ils les concrétisent au sein d'entreprises qu'ils ont créées ou rejointes. Quelles histoires personnelles les ont amenés à défendre certains sujets plus que d'autres ? Comment ont-ils concrétisé leurs croyances dans le monde professionnel ? Vous le découvrirez dans le podcast Leaders Masterclass. Bonne écoute ! Aujourd'hui, nous échangeons avec Lucie Morel-Aubert, vice-présidente du conseil de surveillance de Rothschild & Co. Le nombre 17, un symbole pour cette femme leader qui a été avocate d'affaires durant 17 ans, avant de reprendre l'entreprise familiale Martin Morel durant les 17 années suivantes. Lucie partage avec nous son parcours en tant que femme leader et revient sur les événements marquants de son expérience professionnelle et personnelle. Une aventure passionnante. Bonne écoute! Je m'appelle Lucie Morel, j'ai grandi à Marseille, ce qui a sans doute forgé mon caractère de méridionale et peut-être conduit à exercer les métiers que j'ai exercés par la suite, je vais y revenir. Pourquoi je parle de Marseille ? Parce que souvent, quand on me dit qui vous êtes ou qu'est-ce que vous faites, je me raccroche à cette ville parce que j'y retrouve beaucoup de cette diversité, de cette curiosité, qui m'anime. Donc je crois que je ressemble un peu à Marseille. On est aussi, dans ma famille, viticulteurs dans le sud de la France, pour le coup le Var. Et mon père s'occupait beaucoup aussi de cette propriété. Donc tous les week-ends, nous quittions Marseille. À l'époque, on allait en classe le samedi matin, c'était un temps très ancien. Et nous partions pour cette propriété viticole où j'ai donc là aussi été tout le temps dans la nature et au rythme des saisons, ce qui est très important parce qu'on ne vit pas ici à Paris. Enfin, on a froid, on a chaud, mais on ne voit pas la campagne changer, on ne voit pas les couleurs, on ne voit pas les odeurs. Donc j'ai été très perméable, et c'est une chance immense et inouïe, et je m'en rends compte aujourd'hui, d'être confrontée à la nature tout le temps. Et à la... Pas uniquement ça d'ailleurs, parce que c'était déjà les récoltes formidables, ou celles qui avaient pris le gel, ou celles qui avaient... Donc on vivait aussi au rythme de ce que la météo, qui était plus clémente aujourd'hui à cette époque-là qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc on avait moins de catastrophes comme on peut l'avoir aujourd'hui, mais on était quand même très humble devant ce que la nature nous apportait. Et donc, oui, j'étais entre ces deux pôles qui étaient le Queyras, la montagne, et ce sud de la France, ce Var merveilleux, où encore une fois, tous les aspects sensoriels sont très très importants. C'est une beauté inouïe, les senteurs. Donc j'ai été très chanceuse pour ça, d'être dans un environnement serein et confrontée à la beauté tout le temps. Je crois qu'il y a bien évidemment une chose très importante pour moi, ce sont les autres. Et parce que je parlais de famille, mais du coup j'ai eu la chance d'être entourée de beaucoup d'amis. Et le sud, pour ça, c'était dehors. Marseille, c'était, quand nous étions petits, on pouvait aller se baigner après l'école. C'est un truc qui n'existe pas, quoi. C'était vraiment formidable. Et puis le sport, bien sûr, parce que c'est... oui, l'aspect culturel viendra plus tard. En dehors de la lecture, vous avez raison d'en parler, j'ai été une grande dévoreuse de livres. J'avais une grand-mère avec... Et puis j'écrivais beaucoup, on écrivait des lettres à ses grands-parents, donc j'adorais écrire. Et ma grand-mère paternelle m'appelait ça Madame de Sévigné, parce que j'adorais ça, j'écrivais pas forcément bien, mais j'adorais écrire. Et on était vraiment dans cette génération où la télé n'existait pas, ou à peine. En tout cas, nous, on n'avait pas la télé, ou on avait une télé en noir et blanc qu'on n'avait pas le droit de regarder, ou presque. Et donc on était la lecture était un échappatoire formidable. J'étais pas musicienne, je me suis vaguement essayée à la guitare, ça n'a pas été une grande réussite. Mais le festival d'Aix était déjà là. Je me souviens d'être allée avec mon père, qui lui aimait beaucoup la musique. Mais pourtant, nous n'étions pas très musiciens à la maison.
Et la musique m'a rattrapée, puisque je suis aujourd'hui vice-présidente du Festival d'Aix-en-Provence. Mais voilà, voilà. J'étais en externat dans une école marseillaise très élitiste. Et je ne peux pas dire que j'en ai souffert parce que j'étais dans des conditions absolument extraordinairement privilégiées, mais je me suis mise une pression d'enfer. J'étais l'aînée dans ma fratrie, avec un père que j'admirais beaucoup, et une mère exigeante aussi. Et du coup, je me suis mis la pression. Donc, j'étais pas une élève surdouée du tout, mais je travaillais beaucoup. Et du coup, j'étais bonne élève, mais je me mettais la pression. Le bac se passe bien. On était à des années stupides où il fallait faire un bac scientifique si on était bon élève. Et moi, sincèrement, les maths et la physique, c'était pas mon truc du tout. Donc, je bachotais comme une folle pour y arriver. Alors que j'adorais le français, l'histoire, les langues. Et j'ai eu mon bac scientifique grâce à l'histoire, l'anglais, les langues. J'avais 17 ans à peine et je voulais partir à Paris faire Sciences Po. Et là aussi, c'est une autre génération. Quand je vois que nos enfants partent dans le monde entier dès l'âge de 15 ans, c'était pas du tout vu d'un bon œil. On restait à Marseille, surtout quand on était une fille. Et du coup, je ne suis pas partie faire Sciences Po à Paris et je suis partie faire mon droit à Aix. Peut-être un peu dans cet état d'esprit en se disant on verra bien. Et je me suis passionnée pour mes études de droit. Parce que c'était à Aix-en-Provence, on partait skier tous les week-ends et on grimpait dans les calanques. Et donc c'était des années magiques. Et puis vivre à Aix, beaucoup d'étudiants étrangers, enfin, c'était absolument le rêve. Donc là encore, c'était des années bonheur formidable. J'étais pas forcément la leader de l'histoire. Je travaillais encore beaucoup quand même. C'était important pour moi. Je me mettais tout le temps voilà, il fallait que je sois bonne. Et c'était l'insouciance. Non, sincèrement, j'étais pas. Alors oui, on était dans l'organisation de week-ends. Le système de BDE n'était pas aussi actif à notre époque. En fait, en tout cas, en fac de droit, c'était encore assez naissant. Dès que j'ai pu partir, je l'ai fait. Je me souviens d'une année, peut-être un peu long à raconter, mais il y avait des grèves, donc les examens du mois de juin ont été renvoyés au mois de septembre. Et là, l'été foutu, c'était pas possible. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour passer mes examens? Il y avait quelques exceptions qui pouvaient passer leurs examens en juin. C'était les femmes enceintes, ça n'allait pas être possible. Et c'était ceux qui partent au service militaire, c'est pas possible non plus. Et il y avait une autre alternative qui était de partir faire des études à l'étranger. Donc, alors que je n'avais jamais pensé à... Je me suis inscrite dans n'importe quoi pour partir aux États-Unis ou pour passer mes examens en juin. Et du coup, je me suis retrouvée fin août aux États-Unis, sans comprendre pourquoi ni comment, mais voilà. Et ça a été une année... c'était après la maîtrise. Et ça a été une année... Il y a des années où tout marche bien. Et donc, je suis partie faire l'équivalent d'un LLM à côté de Philadelphie. Petite université obscure, mais très sympathique. Et puis je suis rentrée faire un DESS, et puis j'ai fait mon stage de DESS chez Gilles Lorette-Noël, et là ils m'ont proposé de me garder si je passais le CAPA, ce qui ne m'avait pas effleuré. J'avais fait un DESS de droit des affaires, donc je n'avais rien fait sur ce qui était procédure judiciaire et tout ce qui vous conduit normalement à une carrière d'avocat. Et au culot, j'ai passé le CAPA, enfin l'examen d'entrée était sans doute beaucoup moins difficile que ce qu'il est aujourd'hui. Et je l'ai eu. Et du coup, dans une même année, j'ai fait l'IDA, l'Institut de droit des affaires. J'ai passé le CAPA, je suis rentrée chez Gide et j'ai passé 6 mois aux États-Unis. Ça, c'était formidable. Ça montre que de temps en temps, il faut oser parce que... Voilà. Et du coup, je me suis retrouvée à 22 ans avec mon diplôme d'entrée, en tout cas au... Non, d'ailleurs, c'était plutôt que ça. Et je suis rentrée chez Gide. Je crois que vraiment, je viens de vous l'expliquer, je me suis retrouvée presque à Paris, ce qui était déjà un truc incroyable pour moi, parce que j'avais toujours habité le sud de la France, toute seule, je découvrais Paris, et je pense à ce film Les Illusions perdues que j'ai vu, on a tous un petit quelque chose de cette aventure-là, à nous Paris. Et on a
voilà, c'était merveilleux, peut-être pour la provinciale que j'étais, de voir qu'on pouvait rencontrer des gens différents, des groupes différents, dans un anonymat total, quand en province, c'est vraiment pas le cas. Et j'ai trouvé ça magique. Et puis là, le rencontre et le choc culturel de pouvoir aller au spectacle, au théâtre, au concert. Et ce à quoi j'avais pas vraiment été confrontée plus jeune. Et j'ai trouvé ça magique. La culture et la diversité des personnes qu'on pouvait rencontrer, c'était formidable. Alors, bien sûr, il fallait travailler, et on a travaillé beaucoup. C'était une époque où on était work alcohol, et qu'on était vraiment... Et on s'amusait beaucoup aussi. Chez les avocats, c'est une époque où, contrairement à maintenant, on n'avait pas un sablier qui comptait le nombre de minutes qu'on passait sur le dossier des clients. Ce qui faisait qu'à la fois, on y passait peut-être trop de temps, mais on allait au bout des choses, et on bossait vraiment beaucoup, mais dans une ambiance incroyable. Mes années gîtes, ça a été des années... la vie étudiante continuait. C'était formidable. Alors, il y a tout un travail de formation quand même. On ne vous envoie pas plaider une affaire importante en déboulant à 22 ans. Mais très vite, vous avez raison de le souligner, très vite on est en tout cas confronté surtout dans des cabinets de cette taille, à des responsables de haut niveau. Les clients sont tout de suite des gens alors quand on a 22 ans, on a peur de rien. Et surtout quand, oui, on a peur de rien. Et d'ailleurs, je me dis que j'étais sans doute beaucoup plus... Il faudrait garder cette espèce de... qui n'a rien à voir avec l'arrogance ou avec mais qui est... On y va, on n'a pas peur. Et en revanche, peut-être que c'est un sujet qui reviendra en filigrane au fil de notre conversation, mais le statut de femme était compliqué déjà. Et je ne me rendais pas compte, et je raconte volontiers cette histoire parce qu'elle est tellement emblématique d'une époque que je pensais être celle de... On est en 1985, je pense, il y a 3 siècles. Et je pensais que les choses allaient changer très vite. L'entretien pour rentrer chez Gide, à l'issue du stage que j'y avais fait, était avec un associé que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Xavier Deroux, qui malheureusement est disparu aujourd'hui, qui est vraiment l'avocat type, celui qui plaidait avec il était formidable. Sauf que c'est lui qui me reçoit, et au bout d'un moment, il me dit: très bien, votre stage vous avez donné satisfaction, on va vous recruter. Ils n'étaient pas encore sous la tension, il faut absolument avoir des femmes, mais la seule chose, me dit-il, c'est que vous ne serez jamais associé. Je le regarde, ce vieux monsieur, enfin il n'était pas si vieux que ça à l'époque, mais pour moi il devait avoir mon âge d'aujourd'hui, mais je trouvais qu'il était très vieux. Et je dis: oh, c'est ça, tu auras le temps de changer d'avis. Et moi, rentrer chez Gide, c'était le Graal, c'était absolument incroyable. Et donc ça ne m'a pas perturbée plus que ça. Et je ne raconte cette anecdote que parce qu'il y a une autre personne qui la raconte et qui n'a pas eu tout à fait la même réaction que moi. Quand on lui a dit: vous ne serez jamais associé, c'était 2 ou 3 ans avant moi. Je crois qu'elle s'est levée et puis qu'elle a dit: au revoir monsieur. Et elle raconte cette anecdote, elle s'appelle Christine Lagarde. J'espère que ce n'est pas une rumeur qui raconte, mais parce qu'elle ne me l'a jamais dit à moi, mais je l'ai entendu le raconter. Et donc peut-être a-t-elle eu raison quand on voit la carrière incroyable qu'elle a faite, en tout cas de façon plus modeste. Moi, ça m'allait très bien de rentrer dans ce cabinet-là, c'était formidable. Je pense qu'il y a eu d'autres marqueurs pendant cette période d'avocat, parce que ça a duré 17 ans quand même, donc c'est pas venu comme... J'ai pas changé comme ça. Même si effectivement il n'y a pas eu d'association et que les associés chez Gide sont vraiment plus récentes. En tout cas, il n'y en a pas eu avant que je ne m'en aille, ou plus exactement, il y en a eu une formidable qui s'appelle Sylvie Azoulay, qui a formé tous ces jeunes hommes associés, et qui a été moi mon mentor absolu, et qui expliquait tellement les règles de stratège dans un dossier contentieux pour laisser venir l'adversaire, Enfin, elle a été formidable. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce serait très long, mais j'ai appris mon métier, et pas que mon métier d'avocat, mon métier dans la vie professionnelle avec cette femme incroyable. Et vraiment. On l'appelait Zouzou, et c'était une femme aussi grande et extraordinaire que son surnom était court et tendre.
J'ai eu une autre expérience pendant cette période-là, et assez vite, grâce à une des consoeurs du cabinet, j'ai donné des cours à HSC. Et ça a failli être un autre tournant dans ma vie, parce que j'ai adoré ça. J'ai été chargée de cours, et donc devant des étudiants qui avaient presque mon âge, puisque j'ai dû commencer, je devais avoir 24 ou 25 ans, j'ai enseigné, le beau, c'était plus partager son expérience et par les cas pratiques, leur expliquer ce qu'était le droit. Et j'ai fait ça pendant 4 ou 5 ans, et ça a été d'une richesse incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc je me suis vraiment posé la question de savoir si ce serait pas mieux d'arrêter ce métier d'avocat qui était très prenant au moment où je commençais à avoir mes enfants pour enseigner. En tout cas rentrer dans ce système qui... Et ça m'a jamais quitté. Ce que les jeunes peuvent vous apporter, c'est juste dingue dans cet échange qu'on peut avoir avec eux. Voilà, de façon moins formelle, mais je suis toujours dans ces échanges-là avec des gens plus jeunes, pas mal de jeunes femmes ces derniers temps, et elles sont fascinantes, vraiment. Donc ça, c'était la période prof. Non, effectivement, c'est mon père qui m'a demandé de rejoindre la banque, puisque, comme je viens de le dire, mon frère était celui qui avait été choisi. Vous savez, c'est encore un sujet, mais dans les sociétés de cette pour les gens de cette génération-là, peut-être encore plus chez les méridionaux, c'était les garçons qui reprenaient. Et voilà, donc tout d'un coup, c'est un autre programme qui s'est mis en place, et mon père m'a dit il faut que tu viennes. Et donc j'ai rejoint la banque à ce moment-là. En fait, j'ai fait avec lui un tour, ça je me souviens très bien, un tour des banquiers de la place. Et c'était assez édifiant parce qu'ils m'ont tous reçu très gentiment, et que ça montrait bien comment fonctionnait la banque à cette époque. C'était vraiment un métier d'homme, pas encore un métier de femme. Et les rapports humains étaient vraiment très, très importants. Et il existait encore, je me souviens d'être allée voir Didier Cuslinger chez OBC, qui nous a rejoints quelques années plus tard. Je me souviens d'être allée voir les Chospé. Il y avait encore un certain nombre de banques indépendantes. Et ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, et je rentrais dans quelque chose qui était très humain, et dans un métier, encore une fois, ce que j'avais aimé dans le métier d'avocat, c'est que c'était quand même un métier de contact, un métier de conseil, et là à nouveau c'était un métier de contact encore. Je pense que ça l'est moins aujourd'hui, mais j'ai aimé ça, et je me suis formée. En fait, je pense que je suis allée surtout très vite sur les sujets que je connaissais, puisque avant d'être une banque, c'est surtout une entreprise familiale. Donc, chez Gide, j'avais développé tout ce qui était communication, puisqu'à l'époque où je suis rentrée dans ce cabinet, je fais un peu un retour en arrière, mais les cabinets d'avocats n'avaient pas le droit c'était leur déontologie qui leur interdisait de communiquer. Puis les cabinets anglo-saxons sont arrivés à Paris, et là, ils ne se sont pas gênés pour faire de la publicité. Donc, il a fallu qu'on s'adapte à ça, et le fait de ne pas être associé, c'était un moyen de rentrer un peu dans le cœur du réacteur, et je me suis beaucoup occupée de tout ce qui tournait autour de la communication dans le cabinet Gide, à côté de mon métier d'avocat. Et donc, ce faisant, j'ai repris je me suis retrouvée à m'occuper des sujets de communication dans la banque, ce qui, pour le coup, là, était très important. Des sujets juridiques, bien évidemment, qui là aussi étaient très importants, des sujets réglementaires, et qui ont été assez prégnants pendant toute la période où j'étais dans la banque, parce que il y a eu ce développement, cet accroissement complètement sidérant de tout ce qui était réglementation, de tout ce qui était avec peu d'attention portée aux petits. Donc on se retrouvait à devoir s'adapter à des réglementations qui étaient faites pour les gros et par les gros. Ça ne nous aura pas échappé que le système bancaire français, ce sont 5 gros qui tenaient le... Et donc je me suis beaucoup battue, le terme est un peu fort, mais
à essayer de défendre les intérêts des petits pour qu'il y ait des mesures de proportionnalité qui soient appliquées. Donc je ne me suis pas forcément formée sur le plan financier. Peut-être j'aurais dû le faire plus. Mais enfin, c'était une formation sur le tas. Et puis tous les sujets de patrimoniaux, tous les sujets étaient vraiment avec des connexions très fortes avec le juridique. Donc mon bagage de juriste, et puis je reviens à ma zouzou que j'évoquais avec vous tout à l'heure, dans le discours avec différentes parties prenantes, etc. C'est vrai que savoir discuter, savoir négocier, savoir écouter, savoir se défendre, savoir argumenter, ça m'a beaucoup servi. Mon père était un président de la génération d'avant, extraordinaire personnage, et qui voulait tout savoir, tout connaître, et qui avait des idées assez arrêtées sur un certain nombre de choses. Donc c'est petit à petit qu'il a accepté des idées différentes ou la mise en place de choses un peu différentes. Mais je raconte toujours que la première réunion de direction que nous avons eue ensemble avec des autres dirigeants de la banque, à un moment je venais d'arriver ou presque, et j'exprime une idée différente. Et mon père me regarde et me dit « Mimi, cesse ». Alors le Mimi cesse, Mimi c'est qu'il appelle toutes les femmes de sa famille Mimi, ce qui est très compliqué parce qu'on ne sait jamais qui il appelle, mais au moins il sait qu'il a tout le monde au garde à vous dans la seconde où il dit Mimi. Et Mimi cesse, j'avais quand même été avocat pendant 17 ans, ça ne m'était pas beaucoup arrivé dans l'environnement professionnel qu'on me dise tais-toi. Donc bien évidemment je ne dis rien en séance, puis après on rentre en voiture à la maison et je dis papa tu peux pas faire ça, tu peux pas me dire ça, c'est pas possible. Et il a recommencé 10 fois. Donc c'était effectivement l'aventure de... J'arrivais à 40 ans quand même, j'avais 40 ans quand j'ai rejoint la banque. Se retrouver à 40 ans traitée comme la petite fille de son papa, c'est assez étonnant. Et c'est très difficile de trouver la bonne posture, la juste mesure. Et ça m'a poursuivi pendant longtemps, pendant ces années banque. Et ce qui m'a donné d'ailleurs beaucoup de goût d'empathie et de considération pour tous ces hommes et ces femmes qui succèdent à un homme ou à une femme maintenant. Parce que je pense que ce sont des aventures de vie absolument formidables, mais qui peuvent être très riches comme être destructrices. Et ce qui m'a donné le goût de ça aujourd'hui. Je suis bien loin de moi l'idée de croire que les modèles sont les mêmes, puisqu'à chaque fois les ingrédients sont tellement différents qu'aucune histoire n'est similaire. Mais c'est vraiment intéressant de voir comment dans l'entreprise familiale, peut-être on y reviendra, mais c'est quelque chose de tellement essentiel pour l'économie. Dans un monde où on parle de développement durable, l'entreprise familiale, elle est faite pour durer, donc ce sont des gens qui se projettent sur le long terme, et donc ce sujet de succession, ce sujet de rapport entre les parents et les enfants dans le cadre de l'entreprise familiale, c'est vraiment passionnant. Et il faut lire ce livre de Barenton, Confiseur, qui dit, je vais mal le redire, mais ce jour formidable où, ayant fait votre carrière et développé votre entreprise ou votre société, vous remettez les clés à vos enfants. Donc là, on se dit, cette histoire est incroyable, mais la chute est terrible et elle arrive trop souvent, pour très très vite reprendre les clés parce que vous les jugez incapables. Et donc c'est ce rapport entre les générations, c'est vraiment très intéressant. Et donc j'ai été ni mieux ni moins bien que les autres, et mon père ni mieux ni moins bien que les autres. On a tenté tous les deux de vivre cette aventure-là le plus respectueusement possible, avec le cahier des charges qui était le nôtre et l'histoire qui était la nôtre l'un et l'autre. Et je trouve que indépendamment des
des difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est une aventure humaine assez exceptionnelle. Je crois que dans nos métiers, quand ce sont des métiers de femmes et d'hommes, ce qui est le plus important en tant que leader ou en tant que dirigeant, c'est vraiment s'entourer des femmes et des hommes les mieux adaptés, qui vont avec vous emmener la structure, la société, la banque, là où vous avez envie d'aller, avec des valeurs que vous partagez et avec le respect, et puis il y a aussi cette détermination, cette valeur d'exemple, le fait de ne pas lâcher quand vous êtes confronté à un problème, d'être à côté des vôtres, à côté des collaborateurs. C'est une aventure de famille, c'est une aventure d'équipe, c'est une aventure de... Vraiment, j'ai vécu ce temps-là comme ça. Alors, ce qui est un peu compliqué quand vous êtes un leader héritier, c'est qu'il y a toujours un petit sentiment je vais y arriver, usurpateur ou usurpatrice, parce qu'on dit vous êtes héritier, vous êtes héritier. Or, je pense que ça met une pression encore plus importante. Et donc, c'est vraiment une coloration différente de ce rôle je pense beaucoup en ce moment à Sophie Bellon, dont on parle peu, mais qui est une héritière, mais qui fait un job formidable. Et c'est pas tout à fait la même chose que celles qui, avec énormément de mérite, bien sûr, mais sont arrivées au sommet de hiérarchie, de groupe, mais sans avoir à la fois cette facilité d'accès parce que vous êtes l'héritier, et à la fois cette difficulté parce que pour asseoir votre légitimité, c'est très compliqué. Je crois vraiment qu'il faut qu'on adresse des sujets. Là, je ne vais pas faire enfoncer des portes ouvertes parce que ça n'aurait aucun intérêt, mais je me dis après 17 ans comme avocat, parce que ma vie a été, bizarrement, c'est 17 ans. Donc j'ai eu mon bac à 17 ans, j'ai été avocat pendant 17 ans, et j'ai dirigé cette banque pendant 17 ans, et puis est intervenue la fusion. Et je ne sais pas si Dieu me prêtera la vie pendant longtemps, mais c'est vrai qu'on a envie de dire que les 17 ans qui viennent, je voudrais pouvoir adresser les sujets qui m'ont touchée pendant toutes ces années. Et peut-être que je vis un peu comme une adversité, on y reviendra, c'est une formidable opportunité de consacrer du temps à ça. En fait, la fusion, c'est une discussion entre David de Rothschild et mon père, à laquelle j'assistais bien sûr, réalisant effectivement que nous étions la plus grosse des petites banques et nous avions des actifs sous gestion de l'ordre de 10 milliards d'euros, et c'était la fourchette, enfin le bas du curseur, compte tenu de toute la réglementation qui nous tombait sur la figure et de toute la nécessaire digitalisation pour répondre à cette réglementation. Et donc je pense que je ne saurais pas, puisque on a décidé de fusionner, mais je ne sais pas si le temps nous était compté, mais on était en bonne santé et les choses allaient se complexifier. On ne savait même pas d'ailleurs que le Covid allait arriver, mais la concurrence des très grandes banques, je vous passerai les détails de tout ce qui s'est passé, la crise de 2008 où parce que nous étions une banque privée, nous étions complètement sereins, mais il y a eu des sujets dans les plus grandes banques, comme vous vous en souvenez, et du coup la conséquence de ça a été une réglementation folle, des exigences de ratio absolument inadaptées aux petites maisons, et donc à chaque fois la résilience faisait qu'on y arrivait, puis on se disait jusqu'au jour où quelque chose va tomber, on pourra pas. Donc c'était sans doute le bon moment. Et puis on avait cette longue histoire avec les Rothschild que j'ai déjà racontée. Non, alors je vais la raconter. En fait, ils étaient, la personne qui est venue avant vous, les Rothschild étaient à notre capitale en 1935. 1937, au capital de la banque, vous trouverez ça là-dedans, de la banque Morel Frères, qui après fusionnera avec la banque Martin. Et
Et peut-être 2 mots d'histoire pour comprendre notre philosophie. En fait, mon grand-père a fait l'X au moment de la guerre de 14. Et il est parti au front, il avait 18 ans, où il a vu les horreurs de cette guerre. Et puis il est revenu faire l'X une fois que la guerre était terminée. Et puis il est parti à Marseille, où à l'époque le port était florissant. Il a fait de l'import-export de copra. Et pendant ce temps, à l'X, il y avait un aumônier qui s'appelait l'abbé Perraté, qui avait dit à ces messieurs de l'X, qui étaient tous des garçons issus plutôt de familles très privilégiées pour avoir pu accéder à cette grande école et qui allaient embrasser des carrières très privilégiées, etc. La sécurité sociale n'existait pas. On appelait les œuvres qui aidaient qui étaient là pour aider les gens qui étaient en souffrance. Et du coup, cet abbé avait dit, on va créer une banque et la moitié des dividendes iront aux œuvres. Et c'est ce qui a été fait, très précurseur de tout ce qu'on entend aujourd'hui sur le plan de l'impact et sur le plan du partage et de la solidarité. Et puis ils ont installé des filiales dans les grandes villes de France. Et ils ont fait ça à Marseille. Et puis un jour, ils ont appelé mon grand-père en disant, ça va pas du tout, il faut que tu t'en occupes. Mon grand-père a dit, vous êtes gentil, mais j'ai 4 enfants. J'ai un frère qui sort d'HEC, il va s'en occuper, je viendrai l'aider. Et c'est comme ça qu'est née la Banque Morel. Et du coup, on a toujours eu un prisme très axé sur tout ce qui était solidaire et social, tout ce qui était fondation, association, tout le tissu associatif, c'était quelque chose qui était très présent chez nous. Et pourquoi je vous raconte ça, c'est que quelques années plus tard, les Rothschild sont rentrés au capital de la banque, puis il y a eu la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et là je le raconte volontiers parce que j'y étais pas, donc je me sens absolument pas responsable de tout ça, mais on a caché leur personnel, leurs vins, leurs titres. Je parle des Rothschild. Et puis lorsqu'il y a eu les nationalisations, nous étions râles et puis en fait nous n'avons pas été nationalisés, mais vraiment à rien. Et les Rothschild l'ont été, donc mon père a aidé David à repartir pour former cette banque absolument incroyable. Et du coup, mon père était au conseil de David, j'ai pris sa suite quand il s'est pas retiré, enfin, et puis David était à notre conseil. Et donc c'était évident qu'on se parlait tout le temps, on était proches, et donc voilà comment la fusion est arrivée. Si je pouvais en profiter pour faire passer un message sur le fait que c'est un peu leader justement, sur le fait que quand vous décidez d'embarquer tout le monde dans une fusion, c'est aussi une décision de manager, et que vous êtes intimement convaincu que ça va bien se passer, et que vous vous battez pour ça, parce que cette fusion, on ne l'a pas faite pour... on aurait pu aller se vendre à prix très important. On a choisi justement une autre voie, parce que c'était vraiment dans les prérequis de notre accord avec David. C'était les managers de chaque maison qui allaient fonctionner ensemble, c'était les clients de chaque maison qu'on allait... Et c'est le fait de ne pas être arrivé à aller jusqu'au bout, à préserver jusqu'au bout ces gens extraordinairement talentueux qui sont partis et que j'avais embarqués dans cette aventure. Et c'est vrai aussi pour les clients. Parce que même si on a le droit de faire évoluer la stratégie, surtout quand on voit comment le paysage bancaire est en train d'évoluer, et de dire à des clients plus petits, écoute, on ne va pas être capable de t'offrir les prestations que tu es en droit d'attendre, on ne va plus faire de banque de détail, donc je vais t'accompagner vers une autre maison et prendre soin, faire attention à ce qu'on s'occupe bien de toi. En fait, c'est la trame de ce métier tel que j'essaie de vous le décrire tout à l'heure, c'est ça. C'est de dire au client, tu es la personne la plus importante du monde pour moi, vraiment. Et je fais de mon mieux pour que ça se passe bien. Et c'est d'autant plus compliqué que tout ce qui est administratif maintenant, et surtout très très embêtant pour le client lui-même, mais qu'on est obligé de passer par là parce que sinon il y a des sanctions et donc ce que je voudrais vraiment faire passer comme message en mettant de côté les frustrations et l'amertume que ça a pu susciter chez moi, parce que finalement ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est pas présenter des excuses, mais dire aux personnes qui sont allées
mais vraiment avec le même engagement que ceux qu'ils ont eu tout au long de leur vie, du temps de la Banque Martin Morel, dans l'aventure de cette fusion, qui n'était pas forcément leur choix, qui n'était pas forcément... Mais ils y sont allés parce qu'ils sont allés par fidélité, par engagement, par... Et à la fin de la journée, ils sont plus là. Et pour moi, ça, c'est très violent. C'est très violent comme manager, parce que la responsabilité qu'on a, c'est d'accompagner les collaborateurs jusqu'au bout, et qu'on a le sentiment, et d'ailleurs certains ont ce sentiment, qu'on les a laissés sur le bord de la route. Et donc on a envie de s'excuser, et de dire, j'ai vraiment fait tout mon possible, mais je n'y suis pas arrivée. Et du coup, ça rend... C'est ça qu'il faut dire, en fait, parce que l'amertume ne sert à rien, vraiment... Et que, c'est pour ça que je voulais enchaîner sur... Il y a des tas de choses positives. Chez les plus jeunes, ce sont des opportunités formidables. C'est un groupe mondial. C'est un groupe qui reste familial. Il y a quand même des valeurs fortes. Et pour les clients qui restent dans le scope de ce qu'on peut leur apporter dans cette maison aujourd'hui, c'est aussi une valeur ajoutée formidable, avec des prestations d'ingénierie patrimoniale plus importantes que ce qu'on était capable de leur offrir, avec des synergies avec la banque d'affaires qui n'existaient pas chez nous. Donc il y a énormément de choses positives dans la fusion. Mais encore une fois, ce qui compte pour moi, ce sont les femmes et les hommes. Et là, j'ai échoué. C'est vraiment un message que j'aimerais, dans les solutions que j'essayais de trouver pour faire passer ça. C'est vraiment comment on dit aux clients, aux collaborateurs, pour qui ça a été quelque chose d'extraordinairement douloureux et difficile. Parce qu'un client auquel vous dites, ben non, si on lui dit pas, on lui explique pas bien les choses, il dit, ben, je suis pas assez bien. C'est tellement pas ça. Il est formidablement bien. Sauf qu'ici, la stratégie a évolué et on s'occupe des gens plus fortunés, parce que les prestations qu'on sait leur donner, encore une fois, je me répète, c'est pas la carte bleue, tout ce qu'on faisait de façon tellement conviviale dans la banque Martin Morel, ça n'est plus le cas aujourd'hui. On ne peut plus adresser la même clientèle. Donc ces clients-là, j'ai reçu des messages qui ont été tellement douloureux, auxquels j'ai essayé de répondre, mais d'aucuns n'ont pas osé m'écrire. Et j'aurais aimé accompagner ça plus. Et on ne m'a pas donné les moyens d'accompagner ça plus. Donc ça, j'ai été en colère, on a le droit de le dire aussi, de ne pas avoir les moyens d'accompagner ces clients auxquels on demandait d'aller vers d'autres banques. Et pour les collaborateurs, c'était au-delà de la colère. C'était une tristesse infinie. Parce que c'est la vie. Mais les règles du jeu ont changé. Ce n'est pas celles qu'on avait mises en place. Alors elles ont changé parce que le monde a changé. Il y a des raisons extérieures. Mais on aurait, de mon point de vue, pu faire les choses différemment et je n'ai pas été écoutée. J'étais rentrée au conseil d'administration d'un certain nombre de sociétés familiales. Quand je dis un certain nombre, on n'a pas le droit d'en avoir plus de 4. Donc, quand on a par ailleurs une banque, donc là, mon quota est atteint. Et je suis dans des sociétés. Je suis au conseil de Plastic Omnium, de Steph TFE et de SNEF, qui est une société marseillaise. Et à chaque fois, ce sont des magnifiques sociétés familiales, extraordinairement successful, extraordinairement taillées dans ce que j'aime en termes de matériaux humains, avec des femmes et des hommes absolument incroyables. Et donc ça, je suis heureuse avec ça. J'ai rejoint de façon moins officielle, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais le comité de gouvernance familiale de Colam, qui est le holding de société Sonépar, qui est une très grosse société familiale aussi. Et là, c'est aussi beaucoup de réflexion autour de la famille, quand la famille est l'actionnaire d'une très belle structure industrielle. Et le fait d'être confronté aux expériences des autres, avec en miroir mon expérience, encore une fois, tellement consciente de ce qu'aucune histoire n'est la même, parce que les paramètres sont tellement divers. Mais ça, je me régale. Et je remercie infiniment les patrons de ces boîtes-là qui m'ont fait confiance. Mais ça, c'était un peu à cheval entre les deux. De la même façon, je vous ai dit ma curiosité culturelle quand je suis arrivée à Paris. J'étais pendant un moment au conseil d'administration du théâtre de Châtelet, avec un formidable
directeur qui est Jean-Luc Choplin, qui est une merveille d'homme, qui m'a appris tellement de choses dans son ouverture d'esprit, dans sa créativité, dans sa... Ça nourrit beaucoup quand on est dans un métier qui est peut-être moins créatif et artistique quand il s'agit de la finance. J'ai quitté le conseil du Châtelet quand lui est parti dans d'autres directions, mais j'ai rejoint le Festival d'Aix-en-Provence, grâce notamment à Bernard Faucroul, qui était le directeur de ce festival, mais qui est parti aujourd'hui. On a aujourd'hui un formidable directeur aussi, qui est Pierre Audy, et qui a su tenir ce festival en vie même pendant la pandémie, et qui est là aussi on apprend tellement de la créativité de ces gens-là. En tant que manager, c'est un bon modèle, c'est que pour eux rien n'est impossible. Et de façon encore plus... vous savez, c'est comme les enfants, je raconte souvent cette histoire de... Je suis proche de filles formidablement successful, vous devriez les interviewer, qui sont les sœurs Costa, qui dirigent Fragonard. Vous voyez cette... Et un jour, ma fille devait avoir 10 ou 10 ans, et sa cousine 8, et on était à Grasse, dans leur royaume. Et elles étaient un peu agitées, on était en train de déjeuner, et elles se chamaillaient, je ne sais pas ce qui se passait, et très intelligemment, Françoise Costa a dû leur dire... vous avez qu'à sur le set en papier qui était sur la table, dessinez-moi tous les flacons de parfum que vous pourriez imaginer. Et donc sans aucune contrainte technique, elles ont dessiné les flacons de parfum, et il y avait des choses incroyables, d'autant plus incroyables qu'elles n'avaient pas ce que malheureusement, les contraintes que se mettent d'office les adultes qui dessinent des flacons de parfum. Et en fait, dans la vraie vie, on devrait avoir cette curiosité, cette imagination-là. Même dans nos métiers à nous, ça nous manque pour sortir de carcans, et j'y viendrai après. Et donc, mon histoire des flacons dessinés, c'est quelque chose qui me parle, et la rencontre avec des gens comme Jean-Luc Choplin ou Pierre Audy ou Bernard Faucroul. Je suis rentrée au Festival d'Aix aussi par la grâce d'une femme absolument incroyable qui a été... aussi très inspirante pour moi, qui est Françoise Nyssen, qui était ministre de la Culture, mais qui fait tellement de choses incroyables, avec son école du possible, avec... donc beaucoup de sources d'inspiration, de femmes et d'hommes, vous voyez, c'est pas du tout... mais d'hommes et de femmes, et c'est important qu'on soit nourri par ça. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Vos enfants sont vos maîtres ». Moi, j'ai des enfants formidables, c'est peut-être un volet qu'on n'a pas abordé, alors que c'est essentiel, absolument essentiel de l'essentiel de ma vie. J'ai 3 enfants magiques qui ont une maman qui n'était pas très présente, parce qu'on travaillait beaucoup. Il n'y avait pas de télétravail. Mais tout le temps que j'avais pour moi, c'était pour eux. Donc j'ai passé du temps avec eux quand même, et c'était du temps magique. Et les 3 sont très orientés vers ce monde qui vient, ou ce monde qui est, donc avec des préoccupations environnementales tellement prégnantes, et avec un souci de la fracture sociale et de la façon dont on ne peut pas vivre dans un monde où il y a de tels décalages. C'est mieux dans la bouche de mes enfants que dans la mienne, parce que je suis... cataloguée dans le secteur de la finance, mais justement je pense qu'on a un rôle immense à jouer, et j'ai des merveilles de personnages, peut-être que parce qu'encore une fois c'est bien de parler de femmes inspirantes. Il y en a une extraordinaire qui est Isabelle Autissier, et j'ai eu la chance formidable de naviguer avec elle sur Ada, dans les icebergs du Scoresby Sand, qui est le fjord le plus large, le plus grand à l'est du Groenland. Et cette femme tellement incroyable, elle m'a, en l'espace des 12 jours, je ne sais pas combien de temps, 10 jours que j'ai passé sur son bateau, je crois que ça percole encore tout ce que... D'abord parce que c'est, encore une fois, je rejoins la beauté du début de notre conversation, et l'esthétique qui quand même vous rend meilleur, je crois. De voir la beauté du monde, ça vous rend meilleur. Mais de voir que ce monde-là est en train de... Encore une fois, j'ai pas envie de tomber dans des poncifs, mais il faut vraiment qu'on se mobilise tous tout de suite très fort.
Et c'est ce qu'on fait. Dans cette propriété du Midi, on est passé en bio. Et toute cette démarche-là, très portée par les enfants, par mon frère prêtre, qui s'occupe beaucoup de cette propriété viticole, à côté de milliers de choses extraordinaires qu'il fait. Donc je crois que c'est ça. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? C'est essayer d'être efficace là-dedans. Je parlais des jeunes, j'ai rencontré des jeunes femmes formidables, elles sont dans cette démarche-là, des jeunes femmes brillantes qui vous disent peut-être qu'on a trop vécu comme ça, nous. Je suis dans le regard de l'autre, j'ai des diplômes incroyables, et donc je ne m'autorise pas à ne pas briguer le job le plus dingue en termes de reconnaissance. Or, le truc le plus dingue, ce serait peut-être, me dit-elle, c'est pas moi, de faire un pas de côté et de faire un truc dingue, mais pas dans la reconnaissance de l'autre ou de la société ou de la... Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Je pense qu'il faut être très conscient de ça. Et c'est pas très concret encore ce que je dis, mais vraiment j'essaie de cranter par les rencontres que je peux faire. Et vraiment, c'est un vrai plaisir de l'après-pandémie, d'être en capacité de rencontrer les gens en vrai, parce que j'ai fait des visios en long, en large, en travers, mais c'est tellement pas la même chose. On a besoin de voir la façon dont les gens parlent, ce qu'il y a dans leurs yeux, ce qui émane de leur posture, parce que le body language est au moins aussi important que les mots que d'aucuns ne peuvent pas trouver très facilement, ou ceux qui sont tellement à l'aise avec les mots qui peuvent nous embobiner, alors que le corps ne ment pas et que l'expression ment moins en tout cas. Et donc je crois qu'il est venu le temps de plus d'ouverture, de plus de générosité, de donner son temps, son écoute, peut-être son expérience